Ukraine, États-Unis ou Donald Trump, Volodymyr Zelensky, comme vous voulez, épisode 10 ou 15, comme vous voulez. Franchement, il faut arriver à suivre un court résumé. Donald Trump a menacé les pays qui commercent avec Moscou de droits de douane à 100% si Poutine n'accepte pas un cessez-le-feu en Ukraine. Le même Donald Trump explique que finalement, il va livrer des missiles patriotes à l'Ukraine, mais que ce sont d'autres pays qui vont les payer. Et puis, il y a cette conversation. Alors là, vous allez voir, il y a une conversation assez étonnante. Volodymyr, peux-tu frapper Moscou? Peux-tu frapper Saint-Pétersbourg? Il a été demandé au président s'il a vraiment demandé ça. Écoutez la réponse, ça va très vite. Zelensky target Moscow or deeper into Russia? No, he shouldn't target Moscow. Is that why you gave him? Voilà, donc il dément. On va aller voir nos deux correspondantes à Washington, Stéphanie Pérez, et à Moscou, Anne Poncinel. Vous les voyez toutes les deux. Bonsoir, mesdames. On va commencer par vous, Stéphanie. Stéphanie, correspondante de France Télévisions à Washington. Énième tergiversation sur l'Ukraine de Donald Trump. Franchement, vu d'ici, on a du mal à comprendre. Je suis sûr que vous comprenez mieux que nous. Vu d'ici aussi, il est difficile à comprendre parce que si on revient un petit peu en arrière, il faut se rappeler qu'au début de sa présidence, le président Trump penchait clairement du côté russe. Il ne tarissait pas d'éloges envers Vladimir Poutine, qu'il a même qualifié de génie. Eh bien, ces derniers jours, en revanche, il multiplie les critiques. Il a même traité de fou le président russe. Il y a aussi ce revirement au sujet de la livraison d'armes. Vous en avez parlé, des armes, des livraisons qui ont été suspendues après le fameux incident avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, qui ont aussi été suspendues ces livraisons ces derniers jours. Et puis finalement, il y a cette solution de livrer du matériel militaire via l'OTAN, solution que Donald Trump a évoqué lundi. Alors, en fait, dans ce dossier, il patine, Donald Trump, il cherche la solution, il ne la trouve pas. Sa frustration monte de jour en jour. Il est bien obligé d'admettre son échec et ça lui est insupportable. Alors, il a donc proposé 50 jours à Vladimir Poutine pour arriver à un cessez-le-feu. 50 jours pendant lesquels lui aussi peut encore changer d'avis. Stéphanie, la presse américaine donc parle de cette conversation entre les deux présidents, Trump et Zelensky, au cours de laquelle Trump aurait demandé à Zelensky de bombarder la Russie. C'est crédible, ça ? Alors effectivement, c'est le Financial Times qui rapporte cette conversation. Donald Trump aurait demandé à Volodymyr Zelensky s'il était en capacité, avec des missiles longue portée, de bombarder des villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. On l'a entendu, il nie les faits, mais dans ce dossier, tout est probable et c'est effectivement possible qu'il ait émis cette hypothèse, cette solution, puisque ça arrivait tout juste après une nouvelle conversation ratée avec Vladimir Poutine. Il avait fait état vraiment de son mécontentement, de sa frustration. Donc c'est possible que dans un moment de colère, il ait évoqué cette question, mais on a entendu, il a rétropédalé. Et donc officiellement, il n'est pas question que l'Ukraine vise Moscou et Saint-Pétersbourg avec du matériel fourni par les États-Unis. Merci beaucoup Stéphanie Pérez, correspondante de France Télévisions à Washington. On va quelques milliers de kilomètres plus à l'est ou plus à l'ouest, si on fait le tour de la Terre, c'est comme vous voulez. Rejoindre Anne Poncinel, qui elle est correspondante de France Télévisions à Moscou. Bonsoir Anne. Toutes ces tergiversations, ces menaces, ces éventualités de livraison d'armes, ça n'a pas trop l'air de faire frémir Vladimir Poutine. En réalité, la réaction de Vladimir Poutine, on l'attend toujours si elle doit venir, car son secrétaire de presse a dit que c'était au président Poutine de répondre à Donald Trump s'il le jugeait nécessaire. En clair, le Kremlin ne veut montrer aucune fébrilité et ne veut pas se laisser bousculer. Alors en attendant, on peut résumer un peu les réactions ici à Moscou en 3 points. D'abord, minimiser les annonces de Donald Trump. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dit qu'en gros, la Russie s'était adaptée depuis des années aux sanctions et que probablement elle continuerait de s'adapter. Deuxièmement, ne pas acter de division entre Donald Trump et Vladimir Poutine et plutôt incriminer les Européens qui sont accusés par les commentateurs de mettre de l'huile sur le feu et de mettre la pression pour retourner Donald Trump contre la Russie. Et puis enfin, répéter encore et toujours que Moscou est prêt à négocier avec l'Ukraine, comme l'exige Donald Trump, mais que ce sont plutôt les Ukrainiens, selon Moscou, qui traînent des pieds. Merci infiniment Anne Poncinel, correspondante de France Télévisions
à Moscou. Je vous présente mes invités. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oleg Kobstev, vous êtes professeur de géopolitique à l'Université américaine de Paris. Et Thomas Friand, bonsoir, monsieur. Vous êtes directeur exécutif de l'Institut de géopolitique de l'ESSEC, la célèbre école de commerce. Qu'est-ce que vous comprenez à toutes ces tergiversations? Qui veut commencer? Je vous en prie. D'abord, c'est le style diplomatique de Trump qui est quand même déconcertant. Est-ce qu'on peut imaginer des tergiversations, comme vous avez dit, à l'époque de Kissinger et de Nixon, ou même de diplomates américains moins talentueux? On voit qu'il y a quand même un amateurisme effroyable. Et on voit qu'il y a un ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire Rubio, qui ne fait pas son travail. Parce que c'est le travail du ministre des Affaires étrangères ou du conseiller pour les Affaires étrangères de la Maison-Blanche de dire à son président, d'abord, de ne pas se rapprocher trop de quelqu'un avec qui on est en guerre froide, une guerre froide qui se réchauffe de plus en plus. Et ensuite, lancer des provocations qui peuvent être entendues comme voilà, Zelensky, es-tu capable de bombarder Moscou? On passe d'un extrême à l'autre, ça dure depuis des années, et c'est ça qui est assez consternant, ce qui donne une image des États-Unis d'être vraiment devenu un pays pas sérieux, un gouvernement pas sérieux, et c'est pourquoi Poutine voit plus l'Europe comme une menace que les États-Unis, parce que ça montre qu'il ne prend plus les États-Unis au sérieux. Je pense qu'il ne les a jamais pris au sérieux. Il n'a pas pris Trump. Il n'a jamais pris Trump au sérieux. Il s'en est servi. Trump s'en aperçoit. Maintenant, il s'en mord les doigts. Mais encore une fois, il se mord les doigts en ne se comportant pas en chef d'État et en diplomate. Thomas Friand. Je rejoins Oleg dans une dimension, c'est que Trump nous a habitués à une forme de confusion stratégique généralisée, et il y a beaucoup de bruit. Là, on y est. Là, on est en plein dans cette effusion de bruit, et c'est important de se concentrer sur le signal. Et de ce point de vue-là, le signal est pour moi relativement clair, pour une fois, c'est que Trump n'a pas changé de stratégie. Ah bon? Il a changé de tactique. Sa stratégie, elle est assez constante. Elle a poursuivi les mêmes objectifs. 1, c'est mettre un terme au conflit, coûte que coûte. 2, obliger les Européens à assurer leur propre sécurité. 3, ne pas faire porter le coup de cette guerre aux Américains. Et 4, si possible, enrichir les États-Unis au passage. Et quand vous relisez les décisions qui ont été prises par Trump, entre le sommet de l'OTAN, le sommet du G7 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez une forme d'alignement, d'une forme de constance par rapport à ces objectifs-là, y compris à travers les annonces. Donc ces objectifs n'ont pas changé, il voulait le faire avec Poutine, maintenant il le fait sans Poutine. Exactement, et regardons pourquoi. Le changement, il est tactique sur la façon d'engager Poutine à négocier. Et en l'occurrence, pour le coup, retour à quelque chose qu'il avait délaissé, le rapport de force. Le rapport de force militaire, avec la réactivation, en effet, de certaines livraisons d'armes. Il y a 10 jours, il avait annoncé vouloir supprimer les livraisons d'armes de Patriot, notamment. Voilà. Là, la grande différence, c'est qu'il dit c'est les Européens qui vont acheter les armes qu'on donne aux Ukrainiens. C'est-à-dire que la facture est nulle pour les Américains, même on s'enrichit en fournissant des armes. C'est l'Europe qui assume sa propre sécurité, et c'est l'Ukraine qui est au front. Mais c'est crédible. Et sur le plan économique, juste parce que c'est très important, là, il y a de la nouveauté. La nouveauté, elle est sur les sanctions commerciales dites secondaires, c'est-à-dire l'idée de se dire, en plus de sanctions directement sur la Russie, on va sanctionner ses partenaires économiques. Et là, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'à nouveau, il souhaite gagner sur le plan de la politique intérieure. Il y avait un projet de loi bipartisan porté par un sénateur républicain, Lindsey Graham, et par un sénateur démocrate, Blumenthal, prêt à faire voter des sanctions secondaires là-dessus. Avec cette décision, ou plutôt avec cette annonce, il les prend de court, reprenant lui la main sur quelque chose qui lui appartient, c'est-à-dire la politique commerciale, afin de frapper la Russie en frappant la Chine et donc en enrichissant les États-Unis. Au fond, on tourne toujours autour des mêmes objectifs. Et ce qui n'a pas changé, c'est je voudrais qu'on prenne sujet par sujet. Vous avez parlé de ces livraisons d'armes. Je voudrais une précision parce qu'il a dit que ça allait être financé par l'OTAN. À ma connaissance, l'OTAN, c'est pas l'Union européenne. L'OTAN n'a pas de budget propre. L'argent de l'OTAN, c'est l'argent des pays membres, absolument. Des pays membres de l'OTAN. Donc en fait, il décide que tel ou tel pays va payer les patriotes qu'il veut envoyer à Zelensky.
D'ailleurs, on a déjà des traces de ça, c'est-à-dire qu'on a eu des officiels allemands qui ont expliqué que c'est l'Allemagne qui va acheter une partie des systèmes Patriot. J'ai entendu le président Trump expliquer aujourd'hui qu'il y avait déjà 17 systèmes Patriot qui étaient prêts à l'export et à la livraison au plus près du terrain sur le front. Donc on est déjà dans le détail. Et en effet, vous avez raison, c'est très juste de pointer que ce n'est pas l'Alliance Atlantique qui n'a pas de budget pour ça, qui va faire l'acquisition de ces armes-là. C'est dans le cadre politique de l'Alliance Atlantique que ces procédures d'exportation d'armes vont être mises en place de façon rapide, puisqu'en fait, l'enjeu, c'est toujours le contrôle à l'export, quel pays achète, à quelle finalité, etc. Parce qu'il y a des contraintes juridiques pour exporter des systèmes d'armes aussi sophistiqués. Et donc, le fait que ça se fasse dans le cadre de l'OTAN, c'est ça qui permet la procédure accélérée. Mais à la fin, les clients, ce seront quelques États européens, en l'occurrence l'Allemagne pour les Patriotes, qui refourniront ces armes-là gratuitement. A priori, qui les donneront. A priori, c'est ce qui est prévu, en tout cas à notre connaissance. L'Allemagne va dépenser de l'argent qu'ils donneront aux États-Unis pour ensuite les donner gratuitement à l'Ukraine. C'est ça. Il y a qui à part l'Allemagne? J'ai pas connaissance de détails supplémentaires. Moi, je crois que la France est dans le coup. Mais je me trompe peut-être. Je suis pas du tout spécialiste, contrairement à vous. Je pense pas que la France achète des missiles patriotes je pense qu'il y a au moins un autre pays européen qui est. J'ai l'impression que tout le combat du président Macron était d'acheter européen et de justement protester contre les États européens qui achetaient des 735. Pardon, juste un point. Il ne faut pas s'étonner que nous, Européens, on achète des armes pour les fournir aux Ukrainiens. Quand on achète des armes à nos propres industriels européens, c'est la même logique. L'enjeu, c'est, là en l'occurrence pour ce qui relève du sujet de fond, c'est-à-dire est-ce que l'Ukraine va être renforcée par cette décision américaine. A priori, si ça se passe dans ce contexte-là, avec cette rapidité d'exécution-là, ça peut rattraper le retard que l'Ukraine a encaissé parce que tergiversation trumpienne que vous avez très bien décrite. Monsieur, alors vous expliquez, Monsieur Friand, que finalement il ne change pas vraiment de stratégie, mais juste de tactique, que son objectif est le même. Est-ce que tout ce que nous on a du mal à comprendre, est-ce que c'est lisible aux États-Unis, ces allers-retours, j'aime Poutine, je l'aime plus, je suis déçu par lui, il est intelligent, il dit des conneries. Est-ce que c'est lisible par sa base républicaine, par sa base MAGA? Alors non, ça c'est le problème. Et il faut... Parlons des républicains déjà, parlons de l'électorat Trump. Pas tous les républicains n'ont voté pour Trump, bon, il y a peut-être 10-15% qui n'ont pas voté pour lui, mais dans l'ensemble, les républicains ont voté pour Trump et continuent à le soutenir, à quelques exceptions près, une ou deux exceptions vraiment au Congrès. Mais là, vous comprenez, vous avez les élites, vous avez les journalistes de Fox News qui devient de moins en moins sympathique vis-à-vis de Trump. Ah bon? Maintenant, on ne peut plus voir Fox News. On nous a supprimé Fox News, malheureusement, sur nos réseaux. Donc, mais jusqu'à il y a quelques semaines, je regardais régulièrement Fox News pour voir ce qu'ils disaient. C'était de moins en moins sympathique. Où je regarde leur site internet. Vous avez des marchands d'armes qui sont tout à fait pour, quelles que soient les tergiversations, puisqu'effectivement, eux, ce qui compte, c'est qu'ils vont vendre des armes aux Allemands ou directement aux Ukrainiens, peu importe, ils ont tout intérêt à soutenir Trump. En revanche, vous avez les petites gens qui ont peur d'être mêlés à la guerre, qui protestent. Vous avez aussi quelques journalistes, des influenceurs, mais ça représente plutôt vraiment les classes moyennes ou les classes même ouvrières qui ont voté pour Trump. Ils se sentent trahis parce qu'ils ont voté pour Trump, notamment pour qu'on ne mêle pas les États-Unis à une guerre. Et puis vous avez ensuite les gens entre les deux qui ne comprennent, entre les pour et les contre, et qui ne comprennent pas très bien ce qu'il se passe et qui essayent d'y comprendre quelque chose. La base qui n'est républicaine, pas, moi vous parliez de Kissinger, j'ai été élevé dans une époque où quand on était républicain, on voulait voir Moscou puni. Est-ce que cette base, comment expliquer que cette base républicaine soit d'accord pour laisser l'ennemi historique gagner? Vous avez raison, c'est un point très important et c'est pour ça que ce revirement-là, il est intéressant aussi à analyser en politique intérieure parce que l'électorat républicain, ou plutôt l'électorat de Donald Trump, n'est plus l'électorat républicain auquel vous faisiez référence. C'est l'électorat dit MAGA, Make America Great Again, pour lequel l'isolationnisme en politique étrangère était extrêmement structurant. Et d'ailleurs, on a vu des mouvements d'opinion assez sévères vis-à-vis de Donald Trump lorsqu'il a décidé d'aller bombarder l'Iran et ses sites nucléaires.
Cela étant dit, il y avait quelque chose d'encore plus grave que cet enjeu de cohérence ou d'incohérence chez Trump, c'est l'humiliation subie par Donald Trump, Absolument. infligée par Vladimir Poutine pendant 6 mois, alors que Donald Trump n'a cessé de répéter pendant sa campagne électorale qu'il parviendrait à mettre un terme à ce conflit en impliquant la puissance américaine. Et en fait, le coût de l'incohérence est moins douloureux que le coût de cette humiliation. Je voudrais vous montrer... Juste un dernier point, si Je vous voudrais permettez. vous montrer un extrait d'abord, parce que au moment où vous en parlez, sur cette humiliation, je trouve cet extrait où il explique qu'en gros, c'est Melania qui lui dit ce que fait Poutine, assez emblématique de cette humiliation qui peut être ressentie. Je rentre chez moi et je dis à la première dame que j'ai parlé avec Vladimir aujourd'hui, que nous avons eu une conversation formidable. Elle m'a dit « Ah bon ? Une autre ville vient d'être touchée. Il a trompé beaucoup de gens, il a trompé Clinton, Bush, Obama, Biden. Il ne m'a pas trompé, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, les paroles ne suffisent plus. Il faut passer à l'action, il faut des résultats. » Mais alors, moi, j'arrive pas à comprendre ce mal dominant, ce mal alpha de caricature, qui explique, mais vraiment tout benoîtement. J'ai eu Poutine, ça s'était hyper bien passé, et il confesse que c'est parce que Melania lui a dit que non, qu'il s'est fait rouler. Oui, quelle humanité, n'est-ce pas ? Il écoute le peuple, il écoute sa femme, quel grand esprit, et puis, mais ne vous inquiétez pas, Poutine ne m'aura pas, bien sûr qu'il l'a eu. C'est ça qui est en train de se passer. Il fait ce genre de communication pour éviter qu'on ne parle de lui comme l'idiot utile de Poutine, ce qu'il a été depuis pas seulement cette présidence, pas seulement la première, mais depuis qu'il était en campagne pour sa première présidence. Il est en train de comprendre qu'il ne va pas être Roosevelt ou Churchill, ou les deux à la fois face à Staline. Il s'aperçoit qu'il n'est presque une marionnette. Et là, évidemment, c'est ce qui explique les tergiversations, les revirements. Mais je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit, sur la continuité, cela dit, de la politique. Mais il comprend qu'il ne pourra pas faire pression sur Poutine pour arrêter la guerre. Il comprend que ça va durer très longtemps. Je vous ai interrompu, je vous ai promis de vous laisser terminer. Ah, c'est adorable. Non, je voulais simplement dire que, et votre documentaire l'illustre bien, c'est qu'il avait besoin d'un tour de passe-passe pour changer de tactique. Alors, il y a deux choses. Il y a ce que vous avez montré en image, qui est une illustration parfaite, de faire intervenir un tiers de confiance, la première dame, la meilleure d'entre tous, pour pouvoir justifier une prise de conscience, mais surtout, le tour de passe-passe qu'il a opéré avec le sommet de l'OTAN, c'est-à-dire de dire j'ai obtenu que ce soit les Européens qui payent pour leur propre sécurité. Et c'est d'ailleurs eux qui vont payer pour les armes qu'on va soutenir à mais les fournir à Américains l'Ukraine. croient ça, qu'on va tous, du jour au lendemain, Je ne sais pas consacrer s'ils y croient. 3,5% de notre budget. Il faudra des études pour... Les lecteurs américains le croient. On sait qu'il y a un scepticisme de plus en plus fort qui s'est, des deux parts de la relation transatlantique, affirmé. Néanmoins, ce qui est intéressant, et il faudra le vérifier dans les sondages, c'est que l'argument est employé par Trump de dire mes chers compatriotes, ça n'est plus l'Amérique qui va payer, c'est l'Europe qui va nous acheter des biens. Et en fait, on réemploie on exploite cette situation de conflit pour pouvoir exporter plus. Et il est vraiment dans cette logique de toutes les situations géopolitiques sont bonnes à prendre pour pouvoir conforter, consolider la situation économique de l'Amérique. Et en l'occurrence, il est transformé de soutien à l'Ukraine, d'alliés européens, à simple marchand d'armes. Alors, je voudrais qu'on parle concrètement de ce qui se passe sur le terrain, parce que là, on fait de la diplomatie. Quand même, quelles que soient les raisons pour lesquelles il le fait, il va livrer des missiles patriotes, enfin, des pays vont livrer des missiles patriotes à l'Ukraine. Est-ce qu'on a eu le sentiment que le 20 janvier était un game changer en Ukraine avec l'arrêt du soutien de Donald Trump, le fait qu'il recommence, qu'il accepte de relivrer des missiles, et beaucoup de missiles, est-ce que ça peut réellement changer les choses sur le front? Vous avez 30 secondes chacun, désolé de vous... Oui, ça, c'est décisif. En une phrase, c'est absolument vital. Le renseignement et la fourniture d'armes, y compris les défenses antiaériennes et les missiles à longue portée, c'est l'assurance survie de l'Ukraine. Alors moi, je dirais que les Ukrainiens disent ouf, mais c'est un ouf, c'est un petit ouf, puisque maintenant on comprend que la guerre va durer longtemps. Elle va durer très longtemps. D'autant plus que les États-Unis auront économiquement intérêt, maintenant les marchands d'armes américains auront intérêt à ce qu'elle dure longtemps, puisque c'était comme au Vietnam, qu'on gagne ou qu'on perde, on fait affaire. Et
Et Poutine, lui, il est là pour la longue durée. Lui, il y va. Il croit qu'il va pouvoir tenir le coup des années. Ça, on le sait. C'était le message avec tous ces bombardements récents sur Kiev et d'autres villes. Et les Ukrainiens se disent, ouf, on va continuer à être livrés par les Américains et on aura leur intelligence, c'est-à-dire leur renseignement. Mais combien d'années encore ça va durer et pourrons-nous tenir le coup? Je me mets à la place des Ukrainiens. Quand vous dites que c'est... Parce que monsieur a l'air de dire c'est décisif, c'est la garantie pour l'Ukraine de pouvoir durer. Pas de gagner, mais de pouvoir durer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça quand vous dites c'est décisif? C'est décisif au sens où l'Ukraine ne va pas s'effondrer tout de suite, ou l'Ukraine peut même regagner du terrain, selon vous, grâce à ce changement de tactique américaine. Elle peut durer, et surtout l'enjeu, je crois qu'à ce stade, je ne dis pas que c'est l'enjeu définitif, l'objectif pour l'Ukraine, ça n'est pas directement de regagner du terrain, évidemment que ça peut jouer pour le moral, mais c'est surtout d'arriver à infliger des défaites décisives aux armées russes. Qui s'étiolent, je veux dire, aujourd'hui, il y a 700 000 hommes russes qui sont mobilisés sur le front. Vous imaginez ce que ça peut signifier pour l'économie russe, dont le ministre de l'économie dit qu'il va falloir recruter 11 millions de personnes pour que le marché du travail ne soit pas en pénurie de main-d'œuvre. Avoir 700 000 jeunes, dont 100 000 jeunes hommes qui sont décédés depuis le 1er janvier 2025. Donc l'objectif, très concrètement, là, pour les 6 prochains mois pour l'Ukraine, c'est de pouvoir continuer à infliger des défaites décisives aux armées russes pour pouvoir ramener la Russie à la table des négociations. Il n'y a que le rapport de force qui va pouvoir le permettre, et ces armements sont un des éléments qui peuvent y contribuer, aux côtés d'ailleurs des décisions importantes qui ont été prises par l'Union européenne ces jours-ci pour pouvoir financer l'achat d'armes à l'Ukraine, mais aussi la reconstruction de l'Ukraine. Merci infiniment, messieurs, de nous avoir aidés à voir plus clair sur ce front assez compliqué de ces relations entre l'Ukraine et les États-Unis.